Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Quelques mots en débutant. L'ouvrage qu'on s'apprête à lire comporte, par rapport aux ouvrages habituels dans ce genre de propos, quelques particularités sur lesquelles il faut probablement s'expliquer. Ce livre, en effet, n'est pas un ouvrage scientifique comme on les connaît depuis très longtemps. Par là, on veut simplement rendre compte de certaines particularités qui pourraient surprendre le lecteur non averti. Voici quelques-uns des traits qui méritent, pensons-nous, quelques rapides commentaires. Renouant avec une tradition qui s'est éteinte, apparemment dès les débuts du XVIIe siècle, mais à laquelle Galilée avait encore souscrit à cette époque, il était d'usage dans certains textes de toute nature de prendre le lecteur à témoin, non d'une manière ludique et pour donner le change, mais dans la réalité, pour solliciter en quelque sorte l'avis du public, ou plus modestement de quelques personnes plus proches. En réalité, ce procédé révélait en premier lieu une certaine interrogation chez l'auteur. De fait, le dialogue, comme le mot l'indique déjà à suffisance, est une manière de s'exprimer en laissant à son interlocuteur, potentiel si le texte est écrit et publié, mais cependant réel, l'occasion d'intervenir et de contester le bien-fondé d'une assertion ou d'une opinion. Ou encore d'entamer un dialogue, en l'espèce celui-ci serait postposé quelque peu du fait du caractère écrit et édité qui propose le dialogue, afin de mieux peser le pour et le contre d'une idée ou d'une thèse. Le lecteur ne s'étonnera donc pas ou moins, si l'auteur le prend de temps en temps à témoin et lui donne apparemment la parole afin d'obtenir son avis. Cela peut se faire d'une manière indirecte, par exemple en posant une question, probablement à la cantonade, mais qui s'adresse en réalité au lecteur si celui-ci l'accepte. Un peu dans le même registre, il arrive à l'auteur de s'interroger, seul face à son écrit et à son clavier. Comme il écrit à ce moment-là, il pose naturellement la question à son écran et les touches de son clavier s'en donnent alors à cœur joie, comme s'il s'agissait d'une récréation. Et de fait, d'une certaine manière, il s'agit bien d'une récréation. Car l'auteur, à ce moment, se distrait de son texte et de son sérieux, alors absolu, et en se tournant vers son écran il entreprend d'interroger au-delà du strictement visible celui auquel il entend s'adresser, mais qu'il ne connaît pas le plus souvent. Ainsi le style du texte qu'on ouvre ici se situe à mi-chemin entre le discours oral et le discours écrit. Prompt à retourner à l'écriture, mais tout aussi rapide pour quitter ce style pour s'adresser à des lecteurs encore imaginaires. C'est, je pense, le style du dialogue, le style particulier de l'interrogation in petto comme également et pour jargonner encore un peu en latin aussi coram populi. Toujours dans la même ligne, le lecteur ne s'étonnera pas ou plus comme intermède de considérations habituellement prises comme scientifiques de rencontrer subitement des confessions ou des souvenirs personnels de l'auteur. Ce dernier a soudain estimé que pour illustrer tel ou tel aspect rien ne convenait mieux que tel épisode ou tel récit, fût-il tiré de sa propre existence et de sa boîte à souvenirs. Je ne sais pas s'il convient ici d'essayer de trouver à toutes ces dérogations par rapport aux usages devenus depuis au moins 2 siècles sinon davantage. Peut-être date-t-il de l'époque du classicisme, canonique et d'ailleurs que tous les auteurs qui se respectent entendent suivre, ayant moi également atteint un âge que dans les milieux qualifiés on appelle depuis le Concile de Trente âge canonique, ce qui était l'âge minimal pour qu'un clerc puisse engager une dame comme servante, pourquoi ne pourrais-je pas m'exorciser de temps en temps de certains de ces usages? Il ne s'agit pas pour moi, j'ose espérer que le lecteur m'en donnera quittance de bouleverser pour le plaisir un ordre établi. J'ose assurer en avoir dépassé l'âge et la tentation. Non, il est simplement question de ne pas me soumettre encore cette fois et ici à de nombreux rituels qui balisent depuis longtemps les textes scientifiques. D'abord l'obligation de citer à tout propos et constamment tous les textes relatifs au sujet que l'on traite. Mais déjà quand on évoque tous les textes, s'agit-il des textes plus anciens, de ceux écrits dans toutes les langues, passées et présentes, de ceux édités sur papier et de tous ceux édités sur support informatique? Ou uniquement des textes essentiels, de ceux qui comptent ou qui vont compter, ou encore de ceux qui compteront un jour, peut-être? Tout cela serait déjà impossible à un lecteur assidu et omniprésent et omniscient, mais alors, devra-t-on subir toute sa vie et à tout propos l'atmosphère des mauvaises soutenances de thèse où le récipiendaire est torturé durant de longs, trop longs moments, lorsqu'on lui signale qu'il aurait pu ou dû consulter et citer tel ouvrage, puis tel autre, etc. Et qu'un autre membre du jury reprend le même style de questionnement ensuite.
Les rites d'initiation sont difficilement supportables lorsqu'ils se reproduisent in aeternam. Et pour jargonner encore un peu en latin d'imitation, a malo liberano scientia. Lors de plusieurs séjours dans les pays d'Europe de l'Est, à l'époque du communisme encore triomphant, il était indispensable dans tous les travaux scientifiques, dans tous les domaines du savoir, de citer ceux qui avaient tout découvert avant la lettre dans l'ordre Engels, Marx, Lénine et Staline. Ces situations devaient figurer évidemment dans les débuts du texte. La curiosité m'a pris lors de retour au pays de vérifier s'il en était de même chez nous, en substituant aux dieux communistes des divinités scientifiques capitalistes, bien entendu. Je livre cela au lecteur sous la forme d'une devinette. Dans le livre que je présente aujourd'hui, les citations scientifiques ou autres, les souvenirs, les questions et aussi l'usage des pronoms personnels, du je au vous, en passant par les autres formes, du singulier ou du pluriel, répondent au moment où ces formes sont employées. En toute liberté d'écriture, en toute liberté aussi de lecture. Je remercie de toutes les libéralités et de toutes les permissions que le lecteur m'accordera. J'espère même à distance devenir son ami, son proche, son confident, comme j'ai souhaité qu'il soit le mien à travers les pages qu'il lira. Décidément, je ne peux pas travailler totalement seul. Il me faut toujours être entouré d'amis, de personnes que j'apprécie beaucoup et qui, pour des raisons qui m'échappent en général, me rendent l'énorme service d'accepter de relire mes textes. Elles m'épargnent un très grand nombre d'incorrections ou de légèreté de style. Elles redressent souvent les chemins tortueux qui sont les miens et me remettent, comme on dit, dans le droit chemin. Je souhaiterais leur témoigner ma reconnaissance et leur proposer, si besoin en était, de leur rendre les mêmes services. Mais malheureusement cela ne se pourra, car je n'ai ni leur lucidité ni leur compétence, ce qu'elles doivent avoir deviné, car elles ne m'ont jamais demandé des services du même genre. Alors je prends sur moi de leur dire un grand merci à chacune d'entre elles. Guy Juquois. Les différents genres de textes. Style et genre. La variation du style selon les époques et les genres. Chaque époque et chaque langue connaissent des styles le plus souvent différents selon la nature des textes rédigés. Le public destinataire a également son importance ainsi que ce qu'on appelle traditionnellement le style du texte. On n'écrit pas de la même manière à un grand seigneur ou à ses enfants. Les différents styles ne sont pourtant pas immobiles et stables à travers le temps. La langue évolue sans nous le dire et le plus souvent sans qu'on en ait même conscience. Le style est ainsi la marque d'une époque, d'un genre et aussi d'un auteur. Les règles qui gouvernent chacun de ces styles sont bien souvent implicites, mais celui qui les enfreint apprend vite à ses dépens qu'il aurait dû les respecter si du moins il sollicitait l'attention des destinataires auxquels il souhaitait adresser son texte. C'est dire que pour chaque style se détermine un ensemble de règles d'écriture et de présentation dont certaines sont éventuellement laissées au choix de celui qui écrit, mais dont d'autres sont impératives sous peine d'être délaissées par les lecteurs auxquels pourtant on prétendait s'adresser. Existe-t-il un style littéraire et un style scientifique ? Dès lors, comment pourrait-on tenter de définir ce qu'on a désigné dans le titre du chapitre comme le genre littéraire scientifique, prenant déjà le risque d'associer deux termes souvent jugés sinon comme ennemis, du moins comme éloignés l'un de l'autre, le terme littéraire et celui de scientifique. Ceci soulève une première interrogation. Est-il possible d'être à la fois littéraire et scientifique ? Notre culture occidentale a pris depuis pas mal de temps l'habitude d'opposer ces termes. On appartient au premier monde de référence ou au second, même si chacun peut aussi en appartenant principalement à l'un de ces deux mondes s'intéresser et s'ouvrir aussi au second. Mais la question de base évoquée ici subsiste néanmoins. Qu'est-ce qui justifie, soit en un moment et un lieu, soit de manière définitive et valable pour toujours et partout de classer les textes, d'ailleurs oraux ou écrits, dans deux catégories distinctes, apparemment bien tranchées. Les textes oraux encyclopédiques, littéraires et scientifiques. Pour préciser la question, songeons aux textes des périodes anciennes. On sait que dans différentes civilisations anciennes la formation de tous durant la jeunesse, ou les rappels pour tous à l'âge adulte, était contenue dans de très longs poèmes à caractère encyclopédique. Lors de certaines fêtes ou durant des moments bien particuliers de ces sociétés, des aèdes spécialement formés et instruits déclamaient, soit seuls,
soit accompagnés de musique instrumentale et éventuellement vocale durant des intermèdes, de longs extraits de ces poèmes éducatifs. Ces poèmes contenaient en fait à l'époque tout le savoir culturel, historique et scientifique du peuple qui les avait composés au cours du temps. C'étaient à proprement parler des poèmes à caractère aussi scientifique, bien qu'ils appartinssent alors aussi au registre qu'aujourd'hui on aurait désigné comme littéraire. Les Védas notamment appartiennent à ce genre. Il en serait de même des longs poèmes encyclopédiques qui avaient cours chez les Celtes. Les textes d'Hésiode, quoique réputés littéraires, s'enracinent certainement dans une tradition identique. Il en irait encore de même des livres des morts connus dans plusieurs civilisations, que ce soit dans l'Égypte ancienne pharaonique ou dans les textes tibétains. À l'époque historique, cette tradition, au départ uniquement orale, s'infléchit comme on vient de le rappeler dans des versions écrites. Enfin, ces dernières encore inspirées directement des traditions orales et qu'on peut vraisemblablement comprendre comme des supports offerts à la mémoire des récitants par le soin donné à des versions écrites, ces versions mixtes donneront naissance en divers lieux et à époques historiques à des reproductions lettrées, qu'on retrouve dans le monde latin comme dans d'autres cultures ainsi à l'époque hellénistique. La ritualisation progressive des deux styles. Les libertés prises dans l'écriture de ces derniers textes vont se fondre dans un nouveau genre qui deviendra avec le temps et les usages, le genre littéraire qui s'opposera toujours davantage et de plus en plus clairement au genre scientifique. Mais cette distinction qui ne date, au mieux, que de quelques siècles semble de nos jours être remise en cause pour différents motifs que nous aborderons ensuite. En premier lieu, il importe toutefois de noter que les textes scientifiques pourraient être reconnus par la communauté du même nom, et en général en distinguant différentes sortes d'homologation de leur contenu selon les spécialités actuelles, que ces textes scientifiques doivent correspondre parfaitement aux attentes et aux rituels construits au sein du monde scientifique et accessoirement au sein de chacune de ces disciplines afin de rédiger et d'éditer des textes acceptables. Dans le même temps, et cela permet de mieux comprendre l'autre volet des textes non scientifiques examinés ici, à savoir les textes littéraires, ceux-ci ont également évolué et à leur sujet s'est élaboré aussi progressivement une doxa de ce qu'ils devaient ou pouvaient être afin d'être acceptés et reçus comme tels. De cette double évolution parallèle résultent aujourd'hui deux genres bien caractérisés. Cependant aussi bien leur caractérisation apparemment reçue presque universellement, que leur apparente remise en cause récente depuis quelques décennies, doit nous interpeller sur la nature de ce cloisonnement et sur ses justifications éventuelles ne tant qu'objet culturel et donc mouvant et évolutif. Les textes littéraires. Un texte littéraire serait en première approximation un texte qui appartient à la littérature, d'une communauté vivant à une époque sur un territoire déterminé. On parle ainsi de la littérature française ou allemande ou anglaise, etc. De manière plus précise, on utilise aussi, éventuellement, des mots qui définiront dans un contexte déterminé ce qu'on entend par littérature. Ainsi dira-t-on que tel auteur est quelqu'un d'important et de reconnu dans la littérature française contemporaine. Ou encore dans la littérature française du Maghreb, etc. Mais ces précisions n'éclairent que la provenance géographique ou l'époque dont on parle, à moins d'évoquer l'ensemble des textes littéraires d'une communauté linguistique et éventuellement culturelle dans le même temps. Les textes scientifiques. Comment définir un texte scientifique ? Est-ce d'après son contenu ou est-ce d'après ses propriétés formelles ? Quels sont les critères adoptés ? Et ceux-ci ont-ils toujours été identiques ou ont-ils varié selon les époques, les modes et les pays, voire aussi les disciplines ? Comment comprendre aussi que des travaux scientifiques de renom, par exemple en France ou plus généralement en Europe, soient considérés aux États-Unis comme des textes sans aucune valeur scientifique, et présentés comme de véritables escroqueries ? Le problème des références. Les références de bas de page sont elles aussi des révérences obligées à des auteurs prestigieux et reconnus comme tels dans le milieu et à une époque déterminée ? Ou sont-elles indispensables pour comprendre et justifier le texte qu'on a sous les yeux ? On affirme qu'on voit aisément la paille dans l'œil de quelqu'un d'autre, alors qu'on ne verrait pas la poutre qui serait dans nos yeux. Si cette vérité populaire a quelque chose de vrai, il nous accorderait également, du moins en première instance, la liberté de nous interroger sur le rôle des références en bas de page dans des textes scientifiques,
d'abord étrangers et publiés dans d'autres régimes politiques. Ayant vécu, pour des séjours de durée moyenne ou longue, dans différents pays autrefois sous des régimes communistes, j'ai été frappé, comme d'ailleurs pratiquement tous les lecteurs occidentaux l'ont été dans les mêmes situations, par le nombre de références dans des textes de toute nature scientifique à des auteurs de base tels que Lénine, Staline, Marx ou Engels, pour n'en citer que quelques-uns et dans le désordre. À lire ces auteurs scientifiques, dont les textes étaient ensuite d'une valeur comparable, du moins dans certains domaines de la science, à des textes issus d'autres contextes idéologiques, on était fort surpris de ces références que je dois appeler ici des révérences à de grands responsables politiques et idéologiques. Ces révérences figuraient toujours dans les premières pages des articles ou des livres. Cette localisation s'expliquait d'ailleurs parfaitement et elle était, selon moi, totalement justifiée. En effet, ces références concernaient toujours les fondements de la discipline ou de manière plus restreinte les fondements de l'article en cause. Il était donc parfaitement logique et cohérent que ces références se trouvent au début de ces textes, puisque ces derniers en étaient en quelque sorte l'illustration ou la suite attendue. Mais il y avait une autre justification plus subtile. Ces références étaient aussi écrites et vécues comme des signes d'allégeance à une science déterminée, et au-delà à un mode de pensée et de vivre bien précis. Des sciences régionalisées ? Je me suis un jour posé la question d'une éventuelle transposition de ces commentaires et de ces remarques dans nos sphères culturelles et scientifiques occidentales. En réfléchissant à ces questions, je me suis intéressé alors à nos textes scientifiques. Et cela m'a conduit à formuler à leur sujet certaines remarques. La première, et qui m'a échappé en écrivant, consiste à évoquer nos textes scientifiques comme s'il était normal qu'ils soient différents des textes rédigés et édités dans d'autres cultures ou simplement dans d'autres milieux. On se serait attendu, au contraire, à ce que la science, en tout cas telle qu'on nous l'a enseignée et telle que nous l'imaginons, soit réellement universelle. Ce ne serait donc pas le cas ? La seconde remarque que j'ai souhaité faire porte sur le parallélisme aisé à vérifier, en tout cas dans tous les textes scientifiques que j'ai pu tester, articles de revues ou ouvrages, en français ou dans d'autres langues et enfin sur un nombre assez grand de disciplines différentes. Le parallélisme apparaît à celui qui l'examine comme évident. La conjonction de ces deux remarques et la démarche entreprise doivent me permettre, au moins au titre d'une hypothèse de travail, de formuler l'hypothèse que les circonstances dans lesquelles la science moderne et contemporaine s'est forgée partout en adoptant des règles à la fois propres d'une part aux contextes régionaux et aux contextes disciplinaires et d'autre part spécifiques à nos conceptions actuelles et générales de ce que c'est que la science et donc ce que c'est qu'un texte scientifique. Des critiques sur les sciences de l'autre. Pour faire bref, on pourrait donner comme exemple les controverses nées il y a quelques années aux États-Unis sur les sciences humaines pratiquées notamment en France. Les travaux français de la plupart des sciences humaines, ceux de la plupart des maîtres en la matière, ont été analysés et critiqués outre-Atlantique d'une manière radicalement destructrice. Cette critique américaine a ensuite été transposée et traduite en français, en sorte que ce qui aurait pu n'être qu'une différence et une opposition régionale était subitement devenu une opposition épistémologique, méthodologique et finalement disciplinaire. Les conséquences de cette analyse et davantage encore de ce qui apparaît au regard comme des pratiques courantes et générales sont énormes. D'abord, si ces pratiques se manifestent partout et dans tous les domaines, ne faudrait-il pas dès lors les considérer comme des artefacts de la méthode ou des méthodes utilisées en science ? Pour autant que celles-ci diffèrent réellement les unes des autres selon les disciplines et les régions ? La recherche de la réputation et de la célébrité. Il y a quelques années, j'avais acquis dans une bouquinerie un ouvrage du XVIIIe siècle, en 3 volumes et relié cuir, intitulé « Si j'ai bonne mémoire, car je n'ai plus ce dictionnaire », Dictionnaire des hommes illustres de tous les temps. J'ignorais au moment de cet achat ce que j'en ferais, mais c'est sans doute le propre des bibliomanes et cet aspect n'a aucun intérêt ici. Rentré chez moi, j'examinai soigneusement mon achat, et ma satisfaction initiale fut maintenue. En effet, j'avais remarqué en feuilletant ces 3 volumes en grand -8° qu'au fur et à mesure qu'on se rapprochait de la date de l'édition de ces volumes, le nombre d'hommes illustres s'accroissait dangereusement. Comme rien ne justifiait une telle croissance, sans doute exponentielle, mais cela j'avoue ne pas l'avoir vérifié,
je me dis que cela résultait probablement d'un phénomène qui devait être général. Que la proximité chronologique des hommes dits illustres avait eu comme conséquence que leur nombre s'était mécaniquement accru au fur et à mesure qu'on se rapprochait de la date de parution du volume. Il y aurait eu en quelque sorte une espèce d'effet d'éblouissement des personnages proches de l'auteur du dictionnaire, peut-être également augmenté par une sorte de crainte de déplaire à certains qui auraient été blessés en ne se retrouvant pas repris dans ces pages. En science aussi, la malédiction de Perrault avec la fée Carabosse peut agir. L'existence de grands maîtres. Bien plus proche de notre époque actuelle, on constate dans les sciences, peut-être davantage dans les sciences humaines que dans les sciences expérimentales ou dans les sciences souvent appelées exactes, on constate donc que la reconnaissance du monde scientifique envers des personnalités reconnues un temps comme de premières importances dans une discipline disparaît finalement assez rapidement, simplement par l'écoulement du temps. D'autres prennent remarquablement vite leur place, et le processus de reconnaissance se reproduit inexorablement. En lisant récemment les textes de Michel Foucault, j'ai été frappé du contraste entre le rappel des sommités qui illustraient le savoir français vers les années 1968, et la perte de crédit qui frappe ces mêmes personnalités depuis. Pourtant, il est difficile de prétendre que ces scientifiques auraient depuis perdu beaucoup de leur crédit. On n'en comprendrait pas les bonnes raisons. Je n'ignore pas qu'on affirme souvent que cette perte d'intérêt pour les générations suivantes tiendrait au fait du progrès constant dans toutes les disciplines scientifiques. Mais est-on assuré de cela ? Ne serait-ce pas bien davantage que les modèles scientifiques auraient évolué, et que nos attentes, tout comme notre société, auraient changé depuis ? Le temps opportun pour une idée. Il existe dans l'histoire de la recherche scientifique, et l'histoire de l'Antiquité et des périodes suivantes nous révèle que le phénomène n'est aucunement propre à notre époque, de nombreuses coupures épistémologiques et méthodologiques. Le phénomène est bien connu sans que pourtant on en prenne toujours conscience en temps opportun. Ce que j'appelle ici le temps opportun, c'est simplement le moment des tensions qui surviennent dans une communauté de chercheurs et qui remettent en cause des savoirs qui jusqu'alors paraissaient amplement assurés et démontrés. La bonne appartenance du chercheur. Le phénomène n'est évidemment pas uniquement scientifique. Il appartient à des sphères de la pensée, et aussi de la sociologie tout autant que de la psychologie. Chacun sera d'accord pour accepter l'idée qu'il est préférable d'appartenir à la catégorie des personnes qui ont officiellement raison, que d'appartenir à celle des contestataires. On comprendra aussi aisément que la bonne appartenance engendre presque naturellement des retombées agréables et positives tant sur le plan individuel, que, mais d'une autre manière sans doute, sur le plan collectif. Il n'est pas nécessaire de songer au plan de carrière, aux promotions, aux succès publics nationaux et internationaux, à la concurrence entre chercheurs. La création de sous-groupes disciplinaires. Il est certainement difficile pour une communauté humaine importante répartie sur de grands espaces de maintenir uniformes des liens sociologiques et linguistiques, même si aujourd'hui l'aide des médias facilite grandement une certaine uniformité. La tendance naturelle est généralement celle du morcellement en différents sous-groupes. Au sein de ces derniers se reproduisent les formes de centralisation et d'uniformisation qui avaient autrefois prévalu au sein du groupe de départ. S'il en est bien ainsi, on comprendra mieux que dans le domaine de la recherche scientifique aussi des secteurs auparavant unifiés, dans lesquels d'ailleurs la connaissance et la reconnaissance des partenaires allaient en général de soi, que dans ces secteurs les progrès des connaissances réalisées sur un sous-domaine engendrent à terme une division du secteur en plusieurs sous-secteurs. Ces derniers, pour survivre et surtout pour s'imposer dans leur monde, doivent se démarquer des secteurs qui leur seraient trop proches, ce qui n'est qu'une démarche naturelle de recherche d'identité. Chaque groupe se constitue ainsi et se forge des marques d'appartenance. On ne comprendrait d'ailleurs pas pourquoi dans les groupes de chercheurs scientifiques, il en serait autrement que dans les autres groupes humains. Les chercheurs sont en principe des hommes de science, certes, mais ils demeurent néanmoins des êtres humains qui participent, heureusement ou malheureusement selon les cas, aux caractères généraux de notre espèce. La faiblesse de beaucoup de dialogues entre chercheurs se manifeste dans de nombreuses occasions. C'est particulièrement le cas lorsque des chercheurs s'intéressent au cœur de disciplines qui ne sont pas les leurs. Par le possessif,
Je veux souligner que l'intérêt d'un migrant scientifique, tout autant d'ailleurs que l'intérêt d'un touriste scientifique, ne peut être que de nature admirative. Les domaines complexes et une science évolutive. Le rapport entre la réalité, ou la vie sociale et une discipline est complexe. En effet, le travail scientifique ou simplement disciplinaire suit bien entendu une méthode la plus rigoureuse possible, mais il arrive, notamment dans les sciences morales, que la logique soit entravée par les réalités de la vie concrète d'une communauté. Un exemple nous est fourni par un jugement récent qui est survenu en France. Le maire d'une importante commune des environs de Paris vient en effet d'être condamné à de lourdes peines de prison et d'amende pour d'importants manquements en matière de fraude fiscale. Son épouse, également son adjointe à la mairie, est également condamnée dans le même procès, mais elle n'est en revanche pas incarcérée. La presse et le public s'étonnent dès lors de ce que l'épouse puisse, bien que condamnée, mais pas incarcérée, puisse prendre la relève de son mari à la mairie. La ministre de la Justice, ainsi prise à partie, réagit et explique au micro de grandes chaînes de radio qu'elle aussi juge choquant. La ministre de la Justice en France, Nicole Belloubet, explique ensuite qu'elle applique ou plutôt que les juges appliquent les règles de droit telles qu'elles existent. Le résultat peut choquer, dit-elle. Le citoyen doit s'interroger, mais il faut choisir ou une justice identique pour tous ou des règles modifiables selon les circonstances, ce qui serait de l'arbitraire. Un discours scientifique adapté aux contingences. Cet exemple n'a rien d'exceptionnel dans le domaine des sciences morales. Il illustre bien une certaine continuité inévitable entre le discours scientifique abstrait et le discours scientifique adapté aux contingences de la vie humaine. La flexibilité relative et explicable du discours dans les sciences morales est la conséquence des propriétés particulières des domaines auxquels ces sciences s'appliquent. L'extension d'une démarche scientifique doit toujours prendre en compte deux éléments qui peuvent fluctuer: la terminologie et la conceptualisation des entités avec lesquelles on souhaite travailler d'une part, les réalités de terrain de l'autre. La recherche doit toujours envisager simultanément ces deux réalités et leurs interactions. Ce type de relation est d'ailleurs constitutif de plusieurs disciplines majeures de ce qu'on appelle en France les sciences humaines, telles que le droit ou la sociologie ou encore l'anthropologie. Il découle de cela qu'il existe une nécessité de s'interroger continuellement sur ce que deviendrait une réalité scientifique, si on modifiait d'une manière ou d'une autre telle partie de la terminologie, ou simplement des concepts avec lesquels on a entrepris une démarche. Illustrons ceci par un exemple. La presse quotidienne de ce mercredi 2 octobre 2019 fait état, en rapport avec une manifestation nationale annoncée à Paris, aujourd'hui, des policiers de l'Hexagone, d'un sondage national sur ce que pensent les Français relativement à ces fonctionnaires soumis à rude épreuve les derniers mois. Sondage et opinion du public. Le sondage est très révélateur d'un soutien massif de la population aux différents corps de police. En corollaire, 56% des Français estiment que les policiers ne sont pas assez soutenus par le gouvernement. Les policiers de toute la France et des différents corps de police du pays manifestent dès lors le 2 octobre 2019. Ce mouvement est soutenu par 64% de la population. Seule la France insoumise ne les soutient qu'à 38%, tandis que tous les partis traditionnels ou de l'ordre, selon les termes du journaliste, soutiennent le mouvement à 67% pour le PS, 75% pour LREM, 78% pour LR et 71% pour le RN. On doit cependant se demander ce que cette belle unanimité, ou à peu de choses près, représente dans les faits. En effet, sur de nombreux sujets ces différents partis s'opposent fréquemment, ce qui soulève une interrogation quant à leur belle entente sur ce soutien soudain et unanime aux forces de l'ordre. Peut-être tout simplement que chacun de ces partis désire que l'ordre règne, mais probablement pas en supposant qu'il s'applique également à ses membres et au sujet de ses propres revendications. Pour demeurer dans la sphère du droit, son application ne peut être mécanique. Les latins disaient d'ailleurs summum ius summa ignoria pour qualifier ce que serait un droit absolu. Le droit doit s'appliquer à des réalités humaines, évolutives, fluctuantes et fort variables selon les contextes. En d'autres mots, il doit pouvoir évoluer. C'est dire que les mots qui le déterminent sont susceptibles de changer afin que le droit en se modifiant puisse s'adapter à des réalités nouvelles.
L'insuccès de théories scientifiques évoluant avec le temps. Mais revenons au discours scientifique en général et aux découvertes faites par des savants. Celles-ci ne sont pas toujours accueillies favorablement. Il faut parfois attendre 1 ou 2 siècles avant qu'une découverte ne soit reconnue et acceptée. Donnons-en quelques exemples d'ailleurs généralement connus. Le premier exemple que nous prendrons est celui de Franz Anton Mesmer qu'un spécialiste de la politologie, Frédéric Gros vient de remettre à l'honneur dans un roman basé sur nos connaissances du personnage. Ce texte semble venir à point, car le magnétisme apparaît à nouveau en différents endroits du monde occidental comme un moyen intéressant et efficace de soigner différentes souffrances physiques. À l'époque de Mesmer déjà ces théories sur le magnétisme avaient été rejetées par l'ensemble de la communauté des savants, mais cela ne l'avait pas empêché de triompher dans tous les milieux. Aujourd'hui un certain nombre de scientifiques de diverses disciplines s'intéressent à nouveau aux théories de Mesmer. Il est d'ailleurs impossible de se plonger dans le mesmérisme ou le magnétisme, entendu de cette manière, sans s'interroger davantage sur ce qu'on appelle la science, et sur ses méthodes et résultats. Science et conscience ? Une question importante, mais pourtant le plus souvent délaissée, est le rapport trouble et opaque qui semble exister entre la science, dans tous ses aspects et toutes ses dimensions, et les règles de la vie sociale dans toutes ses variations et spécificités. On aborde ici une question délicate et qu'on évite très généralement, que ce soit aujourd'hui ou autrefois. En effet, cette question nous conduit immanquablement à nous interroger sur les rapports obscurs, mais bien réels malheureusement qui existeraient entre des pratiques scientifiques habituellement reconnues et souvent bénéfiques d'une part et de l'autre, des attitudes de mépris, voire de cruauté envers certains de nos semblables. Ici encore les exemples sont assez nombreux et à toutes les époques et dans tous les lieux. On se limitera à illustrer ceci par l'un ou l'autre exemple, et quelques rappels. Les exemples tirés de l'époque nazie sont bien connus, il suffira pour le lecteur de les énumérer. Songeons en effet à ces médecins nazis, parfois couronnés par ailleurs de titres réservés à des humanistes, mais qui n'ont pas hésité à torturer et à mettre à mort de manière très cruelle des êtres humains, hommes, femmes, enfants, malades, vieillards, etc. Des scientifiques sans conscience ? Songeons par exemple à Joseph Mengele, titulaire d'un doctorat, et en anthropologie et en médecine. Il fut étudiant à l'université de Munich, et obtint son doctorat en anthropologie en 1937 et celui en médecine en 1938. Il devint dès 1937 l'assistant d'Ottmar von Verschuer, qui travaillait à l'Institut de biologie héréditaire et d'hygiène raciale à Francfort. Outre la lettre de recommandation écrite par ce professeur de Francfort qui vantait les qualités de clarté et d'intelligence de Mengele, le psychiatre et auteur américain Robert J. Lifton note que ses travaux ne différaient pas particulièrement du consensus scientifique de l'époque, et que leur valeur scientifique aurait été admise même en dehors des frontières de l'Allemagne nazie. Et aujourd'hui des violences entre partenaires. Un autre domaine dans lequel les explications qui se veulent rationnelles et qui visent à la scientificité peinent à rencontrer les réalités, c'est celui des violences faites aux femmes, sujet éminemment contemporain comme d'autres d'ailleurs qui appelleraient des commentaires semblables, voire identiques. Ainsi, sans dénigrer les campagnes actuelles relatives au traitement discriminatoire envers les femmes, et il faut avouer que de nos jours ils demeurent encore nombreux, on doit également s'interroger aussi sur la situation inverse, à savoir les violences faites aux hommes. Ces dernières comprendraient sans doute marginalement des violences physiques, même si elles existent davantage qu'on ne le sait ou qu'on ne le dit, mais aussi tous les traitements humiliants, discriminants, blessants et marginalisants adressés par des femmes à des hommes. La lecture des lettres de cachet du XVIIe siècle notamment en révèle un certain nombre que l'on comprend et parfois rien qu'au style employé par leurs auteurs féminins. Mais au-delà de toutes ces souffrances infligées par des individus d'un sexe à d'autres individus de l'autre sexe, ou, de nos jours, à des individus du même sexe et partenaires des premiers. Une question d'éducation ? Pour boucler cette parenthèse, ne doit-on pas penser au-delà de ces blessures, occasionnelles ou constantes, légères ou bien plus graves, qu'un problème majeur soulevé par ces questions, un problème de société et d'éducation, devrait être abordé tant pour mieux le comprendre par une approche scientifique qui serait fort utile sur ce point bien au-delà des thérapies de couple,
que par d'autres approches historiques, culturelles, sociologiques et anthropologiques. Les réactions des auditeurs et des téléspectateurs sont souvent révélatrices d'un climat global, même si celui-ci est le plus souvent fort diversifié selon les victimes et selon les régions et les catégories sociales. Les réactions montrent encore combien de larges tranches de la population, dans l'exemple en France, mais cela pourrait aisément être étendu à d'autres pays, sont encore fort loin de relations pacifiées, humaines et agréables avec leurs compagnons quotidiens. Ceci suggère une approche du phénomène à la fois d'une manière analytique, locale et détaillée, et aussi d'une manière synthétique. On se bornera ici à aborder deux exemples relatés tous deux récemment par France Info. Les différences régionales. Il fallait le savoir, dit-on souvent. Il aurait fallu le voir et surtout en prendre conscience, doit-on ajouter. Il apparaît ainsi que les différences territoriales jouent un rôle important dans l'importance et la fréquence des violences entre conjoints. Selon des témoignages, il existerait une omerta encore plus forte dans certains territoires que dans d'autres. Selon les reporters de France Info, on constate que des facteurs tels que isolement entre soi, précarité, certains territoires sont plus propices que d'autres à la non-dénonciation des violences conjugales. Dans les dom-toms et les territoires ruraux, la libération de la parole est plus difficile, tout comme la prise en charge des victimes. Les mêmes journalistes poursuivent en citant des témoignages et en les commentant. Pour espérer s'en sortir, mieux vaut être battu dans le Nord que dans le Tarn. Ce constat, dressé froidement par la sœur d'une victime de féminicide lors de la marche des familles, mardi 3 septembre, est partagé par plusieurs associations. D'après leur expérience, elles estiment qu'une femme qui subit des violences conjugales n'aura pas les mêmes chances d'en sortir en fonction de son lieu de résidence. Cependant, quelle que soit la démarche, on doit se demander s'il n'y aura pas toujours dans toute recherche. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.